Alors nous sommes à la 5e nuit originale, il est 16h, et autour de la table il y a des gens que j'aime beaucoup, il y a Ludo de Osons Causer, il y a Johan et Laurent de Point de vue social, il y a Gabriel et Ciruli qui est le créateur du jeu 2048, et puis il y a Clémence Bodoc de Mademoiselle, qui est la rédactrice des articles politiques notamment. Je les ai réunis parce qu'après les élections, vous avez été nombreux à vous demander, ok, au-delà du vote, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? À quel moment est-ce que notre opinion compte? Et du coup, je me suis dit qu'il fallait les mettre ensemble pour qu'on parle de ça, pour qu'on parle de citoyenneté, pour qu'on parle de questions sociales, en fait. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour faire de ce monde un monde un peu meilleur. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce qu'ils proposent, à dire ce que vous faites ou ce que vous voudriez faire pour que ce monde tourne un peu plus rond. Et puis voilà, je vous laisse avec une fine équipe qui avait des pistes qui étaient quand même vraiment super intéressantes. If you build a website, you have to use open source software. You don't have a choice because everything from the server is built on Linux. You have the CMS, which is WordPress or something like this, and it's always open source software. Because people want to build their website for free, and they... Tu dis en français, après on traduit. Ouais, non, mais en fait c'est juste que je cherche ce que je veux dire. Non, et surtout c'est ce qui permet de modifier, c'est-à-dire qu'on met rarement un... we never put a CMS like it's bad default and put it online. You always modify. You always look into the code, and that's the point of open source software. Yeah, and a lot of it actually, even the software that you use every day, even if you're not a developer, actually, so video editing software sometimes, or even parts of your computer, your operating system are sometimes open source, and it's actually, even when you don't see it, it's really hidden and it's still there underneath, you know. Even big companies like Google use open source projects. Chrome is based on Chromium and indeed, yeah, and so on. Yeah. Chrome is open source, so Google as well needs to gather the community and to make all the knowledge goes together. And even Google, which has huge financial power, so I think they like to hire free developers too. Okay, so it's to make it free. Okay. Yeah. Okay, help me out, because I don't know the first thing about open source or coding in general. Explain me in simple words. Open source is more like an international language or an international currency? Open source, I think you would define it by saying it's the ability to exchange code, which is what creates programs. Code can be in many languages. There are many programming languages that are different. Many people know different languages. The base concept of open source is actually the exchange of these programs. So sometimes when you use your computer, you're using, I don't know, a program that is not open source. Let's say when you use Windows, which is not open source, it's powered by Microsoft. You don't really get to see what goes on underneath what you see. The concept behind open source is actually to let you see the code or the way the system was built, so that you can go in, learn how it works. If you need to make changes, maybe because you don't agree with some choices. And that is the idea. Okay, so it's more like an international currency, and the country would say the dollar, because you can't control the dollar. Someone has it, has the power to print it, and it costs you money to acquire dollars. I would define it as a sort of marketplace. It allows people to just, you know, exchange ideas, learn without having to pay for courses, for tutorials, for help teachers. You can just learn from the work of other people, and that's, I think, the biggest idea at the core of open source. I can translate for everyone. Ouais, ce qu'il explique en fait à l'instant, c'est que un des intérêts majeurs de l'open source, c'est que tu peux apprendre plus facilement à partir du travail des autres, et que de base, même si t'as pas, j'ai pas écouté ce qu'il y avait avant, donc j'improvise, que à la base, il y a pas forcément d'expertise. Vous pouvez quand même picorer au moins un peu de connaissances, au moins un peu d'esprit critique sur les logiciels que vous utilisez.
parce que voilà, je sais pas du tout. Alors en fait, moi qui n'y connais rien, je lui ai demandé de m'expliquer avec une métaphore très simple, parce que voilà, j'avais compris que l'open source c'était quelque chose que tout le monde peut utiliser, à laquelle chacun peut contribuer. Et donc je me demandais, est-ce que du coup, si je devais prendre une image, ce serait plus comme un langage international ou une monnaie internationale? Et d'après ces explications, j'en conclus que c'est plus comme une monnaie, et le contraire de l'open source, ce serait le dollar, donc une monnaie qui n'est pas qui appartient à des banques américaines et qu'on peut pas, nous-mêmes on peut pas créer du dollar en fait. On peut nous créer des monnaies parallèles et sortir du cycle économique fermé pour développer notre propre économie, mais on peut pas prendre le dollar pour faire ça. Bien sûr. Moi, si j'ai bien compris, je mettrais plutôt j'irais plutôt du côté du langage dans l'analogie, parce qu'il me semble que l'open source, c'est comme si les manuels de grammaire et les livres de tout le langage universel pouvaient être amendés et consultés et relus, retouchés par tout le monde. Donc il me semble que c'est plus comme un langage, et dans le langage, plus comme si la grammaire était ouverte à tout le monde, en plus d'être commune à tout le monde. Et donc, moi, c'est plutôt comme ça que j'ai compris. Mais du coup, ça va un peu plus loin que ça, en fait, parce que dans ton exemple, il faudrait que l'éditeur du livre explique exactement comment il a fait ce livre, c'est-à-dire quel grammage il utilise, comment on fabrique le papier, comment le reproduire chez soi. C'est plus dans cette idée-là, en fait. Je parlais pas de l'objet livre, je parlais du langage comme moyen linguistique rationnel de s'exprimer. Et dans le langage, je parlais de la grammaire qui est le grammage du livre. Oui, la règle d'élaboration, les règles avec lesquelles on joue tous pour commencer. En fait, c'est pas seulement la possibilité de modifier, c'est aussi la possibilité de pouvoir lire dans le sens où un programme, on ne peut pas forcément y accéder de base. C'est le code source en fait. Et ça, c'est une grosse différence avec le langage. Le langage, on n'a pas de code source qui est caché derrière en fait. I think actually like an interesting analogy to open source, if you put it, let's say in the art perspective, it's like seeing a painting. When you see a painting, you just see the finished result. You can inspect it, but you only see the surface of it, as opposed to seeing the painting, the final result, and also all the sketches, all the tools, all the things that the author thought while he was making or she was making the painting, because it actually allows you to, for example, start from one of the initial sketches and bring it in your direction. You would take this, draw it your own way, bring it to completion in a different way, and that is, I would say, a good analogy to what open source stands for. I think we can continue on open source if you want, but if you want to have a drink or something, feel free to go. We don't want to hold you back. But if you want to stay, you can. I'll stay around for You stay around? Ah, il est pas sympa quand même. C'est faux. Je vais refaire un petit tour tout à l'heure pour mettre les noms dans le chat, mais du coup, l'open source est donc effectivement un super truc en termes de citoyenneté, parce que est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes les clés en main pour pouvoir être des citoyens et avoir... Est-ce qu'on a une citoyenneté open source? Alors, pardon, je fais une parenthèse, le titre de la tranche était un piège, c'est à quoi on sert. Le titre de la tranche était bêtement à quoi on sert. Et en fait, il y a une question, juste que je vous resitue le truc. Après les élections régionales, j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai pas eu le temps de faire de live, mais il y a eu beaucoup de commentaires sur ok, on parle de voter, machin, tout ça, et citoyen, mais qu'est-ce que moi je peux faire à mon échelle et c'est quoi être citoyen aujourd'hui? Putain, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent tellement impuissant. Je sais pas vous, mais personnellement, moi, j'ai pas l'impression d'avoir la force de pouvoir changer quoi que ce soit de mes petites mains habiles et menues. Et vous êtes là pour me prouver le contraire, bordel. Et vous aussi, vous êtes là pour prouver le contraire. Donc, on va activer le téléphone dans pas longtemps. Parce qu'on va activer le téléphone dans pas longtemps. Hein, appelle les auditeurs. On va mettre le petit Skype dans pas long. Mais avant tout, je voudrais savoir qu'est-ce que on peut faire aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que notre société soit open source et les valeurs de l'open source, qu'on puisse l'approprier, qu'on puisse la modifier, enfin faire des trucs, qu'on puisse vraiment être acteur de ça. Bon, traduction. What I'm saying is I was going on a weird metaphor, like saying, well, we're talking about open source programs, but let's talk about open source society. And how can you create an open source society? Do we feel that we have all the tools necessary to work our way in the society and make, government and shit? Great. Okay. Je pense déjà commencer par arrêter de penser qu'on n'a aucun pouvoir et qu'on peut rien changer. Quand tu dis à quoi on sert, déjà avoir conscience que ce qu'on dit peut avoir de l'importance, ce qu'on fait a de l'importance, parce que c'est une action, ça a de l'importance. C'est déjà un bon début.
de se dire que de limiter son action citoyenne à se dire on vote tous les 5 ans, je pense que c'est la plus grosse arnaque de la démocratie de nous avoir laissé croire ça, alors que c'est juste la base. Oui, c'est comme ça qu'on décide de ceux qui nous représentent, d'institutions, etc. Mais notre citoyenneté, elle commence certainement pas ici, elle s'arrête certainement pas là. Moi, je vote à chaque fois que je passe à la caisse d'un supermarché, parce que ce que j'achète, ce que j'ai dans mon panier, c'est déjà voté pour une certaine société, pour un certain modèle économique. C'est ça, parce qu'il y a quelques années, moi, j'étais un peu comme toi. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus candide dans mes vidéos que dans la vie, en fait. Je suis assez pessimiste dans la vie. Parce que c'est un peu le complexe de Sisyphe quand tu es dans le social, parce que tu règles une situation, tu en as 10 autres qui arrivent qui sont pires. Mais c'est des petites choses de tous les jours. C'est vrai que seul, on change rien, c'est clair. Ou alors, il faut vraiment avoir un coup de bol et puis avoir une vidéo qui buzz et puis un message qui passe partout. Enfin voilà, il y a des grands hommes dans l'histoire ou des grandes femmes qui ont fait bouger les choses à eux tout seuls. Parce qu'ils ont su mobiliser les foules, mais sinon c'est ensemble. S'il y a une chose qui est faite à plusieurs, c'est là que c'est impactant. Donc, comme tu dis, les achats au supermarché, si on arrête d'acheter de la merde, ils arrêteront d'en fabriquer puisque ce sera à perte et puis ça les intéresse pas. Les industriels, il y a un vrai impact sur l'acte d'achat au quotidien. On va tous faire des courses, c'est plus efficace effectivement que d'aller voter. Ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, quel type de vidéos on va plus regarder sur YouTube, tout ça, ça a un impact. Parce qu'il y a des algorithmes, même les algorithmes, c'est nous qui envoyons des infos à l'intérieur. Donc on a clairement, être citoyen, c'est prendre conscience de ça. Et effectivement, pas se limiter à juste aller voter une fois tous les 5 ans. Je vais juste traduire 2 secondes. Oui, ton anglais sera meilleur que le So, what he says, he's basically saying that because in France we vote for the president every 5 years, and we vote for the parliament, people, every 5 parliament years. and shit, and people and stuff like that every couple of years. But what they say is that we can choose the society we want by just doing everyday things, like choosing what we want to post on Facebook, choosing what we want to buy. Like, do you want to buy from like a multinational corporation something, or do you want to buy from a local guy? So that's what they're saying, and they say that also that, and I quite agree with them. And saying that it works just every 5 years, democracy and republic is just voting every 5 years, and thinking it's just that is a massive trap. Yeah, they say not to follow. I guess you get only a limited choice of what you want to achieve. You only get a choice between a limited set of options. You don't really get to choose the details of... This is a side of the problematic that we'll touch later. Ouais. Il dit que de toute façon, est-ce que les choix sont pas un peu limités parfois aussi dans nos options? Et c'est un truc qu'on va aborder tout à l'heure. Déjà, oui, tu as tout à fait raison. Nos choix sont plus que limités. En fait, on n'a pas du tout de choix. Quand on vote tous les 5 ans, on va pas... Au-delà du vote, il y a une question de... Il n'y a pas de choix. Et donc, entre-temps, ce qu'on peut faire, c'est plein de choses, mais ça dépend des buts qu'on se propose. Parce qu'évidemment, si nos buts, c'est de changer la misère totale dans la rue, même en donnant toute sa paye à un clochard, on aura au mieux sauvé un gars. Et donc, du coup, on n'aura pas changé la misère totale. Donc, ça dépend l'échelle des buts. Mais donc, du coup, il y a plein d'actions quotidiennes qu'on peut faire. Acheter différemment, s'engager dans des assos, parler autour de soi. Il y a plein de bonnes actions qui relèvent de l'éthique et de la pratique individuelle. Mais il y a aussi autre chose que les actions. Il y a la manière de parler et de diffuser des idées et de se comporter. Et ça, on sous-estime souvent le potentiel collectif des discussions et des idées qui circulent. Et en plus de ce qu'on dit pour le faire circuler, il y a aussi la manière dont on le dit. Et dans beaucoup de discussions, on voit des gens qui ont énormément d'appétence, d'envie pour un changement, sont conscients que voilà, il faut que ça change, qu'on est dans la merde, qu'il n'y a rien à faire, mais qui, dès que quelqu'un leur suggère un embryon de petits rêves, de petits trucs à faire, ils leur disent « Ah mais non, ça va pas être possible pour ci ou pour ça » ou « Mais non, mais franchement, dans notre monde, on peut rien faire. » C'est pas assez, ça va pas assez loin. Et ils vont bâcher le petit embryon d'espoir. Et donc peut-être que là, on est dans un moment où il y a tellement de dégoût, tellement d'urgence et de sentiments qu'on est submergé par la merde qu'il y a autour de nous et vraiment sans pouvoir, qu'un des trucs les plus efficaces à faire, c'est de mettre de la joie, d'accueillir avec plus de bienveillance des initiatives et du coup d'entretenir l'élan collectif et de l'entretenir, de mettre des bûches au feu et de faire monter la mayonnaise et la température intellectuelle. Et donc d'après moi, un des choix éthiques plus que bien consommer, c'est bien écouter et laisser les gens parler, laisser les gens avoir espoir, laisser les gens croire. Well, he says one of the options is to just listen to people and see how they live and see how they do things and just, don't try to reinvent everything from scratch. Just
just listen to the people, be nice to them. En vrai, avant les réseaux sociaux, les politiques avaient le monopole de la parole publique parce qu'il fallait avoir accès à un média pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on le voit et ils en ont une peur bleue. Mais il suffit de créer une page Facebook, il suffit de faire un long tweet bien salé et on a autant d'audience que Nadine Morano. Et encore aujourd'hui, dire t'es quelqu'un qui fait, qui lance un post Facebook pertinent. Je parle d'elle parce que quand elle avait fait sa sortie sur la race blanche, il y avait un mec qui lui avait répondu sur Facebook. Et sa réponse avait été virale et en fait sa parole à lui, Monsieur Lambda, complètement. Et je veux dire, est-ce que vraiment on est en train de pas se rendre compte qu'on a ce pouvoir-là aujourd'hui d'influer complètement sur le débat public depuis son ordinateur? C'est ça. Il y a une vidéo de Doxa qui a été publiée il y a pas longtemps. Ça parlait du placement de produits. C'était pas le sujet à la base, mais ça concluait sur le fait que avec Internet aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Dailymotion, tous les réseaux sociaux, tout Internet, on a un outil à disposition que les philosophes d'il y a plusieurs siècles en arrière, ils osaient même pas y rêver. Ils disaient non mais c'est utopique. Même eux ils pouvaient pas. On a ça dans les doigts quoi. Et donc il y a des outils pour diffuser des informations, il y a des outils pour pouvoir être citoyen. Et être citoyen, c'est vraiment, comme tu dis, tout ce qui se passe en ce moment. Notre devoir de citoyen, c'est d'encaisser toute cette merde et puis de réussir à en sortir quelque chose de bien. De se dire, voilà, on garde quand même... faut pas que ça devienne aliénant parce que aussi les médias, ils nous matraquent avec ça, Et puis pendant la semaine, ils vont dire David Bowie il est mort, et puis Michel Delpech, et puis René, et puis machin, et puis truc. Pendant ce temps-là, tu vois pas qu'il y a une loi qui passe discrètement au gouvernement, peut-être, on sait pas, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, alors, c'est intéressant quand on a ton exemple parce que moi côté médias justement on me fait souvent le reproche en général vous parlez pas de ça, vous parlez pas de ça. Alors en fait moi je sais quels articles j'ai fait pendant la semaine et je vois aussi ceux qui sont plus partagés, plus likés, etc. Et donc c'est ce que tu disais sur la parole qu'on écoute et qu'on diffuse. C'est pas de ma faute si effectivement le jour où Libération fait une une pour faire un débat de société, une primaire sur les idées et pas sur les candidats, c'est le jour de la mort de David Bowie et tout le monde tweet d'abord sa tristesse devant cette mort, ce que je comprends totalement, et du coup en fait personne ne parle de Libération. En fait c'est pas une critique que je fais, c'est juste un constat de... C'est ce que tu disais, on a le pouvoir de porter les sujets sur la place publique, à nous de le faire. Mais le drame, c'est vrai ce que dit Caligula et Doxa sur le pouvoir d'Internet, mais le vrai drame, c'est ce que toi tu pointes, c'est qu'on ne définit pas l'agenda. C'est-à-dire que la pensée collective à l'échelle d'Internet, c'est-à-dire un espèce de moyen technique qui permet d'avoir tous les esprits qui fonctionnent au même rythme, c'est un super média où tout le monde peut apporter son commentaire et où il y a vraiment une connexion et un rythme collectif des esprits. Cette échelle-là, pour définir l'agenda, il faut ou avoir de la chatte, c'est-à-dire un lolcat ou quelque chose qui, par hasard, monte en littéralement, en fait, un petit animal de type chat. Ouais. Mais ou un chat, mais ça peut aussi être des sujets politiques. Par exemple, Aylan, je sais pas, le mec qui a pris la photo, il devait se douter que c'était une bonne photo parce qu'il y a un enfant mort dans le sable et que tout le monde va pleurer, mais c'était pas écrit et acquis que cette photo-là, parmi toutes les autres de photos morts, allait buzzer. Donc il faut ou avoir de la chance pour définir l'agenda, ou être un gros poisson. Et aujourd'hui, là, il y a une inégalité et on est du mauvais bord de l'inégalité. Nous, on est citoyens, on est un petit pion qui relayons et qui, par chance, pouvons avoir notre post Facebook, notre tweet qui arrive à l'échelle des gros poissons, mais on n'est pas un gros poisson. Les gros poissons, c'est le gouvernement. Ils font 2 conférences de presse, il n'y a que David Bowie qui les contrecarre. Mais quand il faut une réforme constitutionnelle, ils sont sûrs de maîtriser l'agenda pendant plusieurs mois. Quand là, ils ont parlé de oui ou non, la déchéance de nationalité, nani, nana, pendant 6-7 semaines, c'était une fois oui, une fois non, je t'aime, moi non plus, je critique ma vie, maintenant, et personne ne parle de rien d'autre. Donc les gros poissons, ils donnent le là. C'est eux qui commencent à accorder l'orchestre, qui font chef d'orchestre des paroles collectives. Et nous, on est des petits qui réceptionnent. Et donc, en un sens, éteindre la télévision et reprendre une activité normale, cette maxime des Guignols, elle reste assez vraie, même à l'échelle d'Internet. Parce que qui donne le tempo à toutes nos discussions et au hashtag trending et tout ça, c'est certes les gens normaux quand c'est la surface ou quand c'est des trucs de type Bowie, mais pour des trucs sérieux ou des trucs politiques, c'est les gros, c'est les grands médias, le gouvernement, les grandes agences de presse. Alors, donc... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur 2 points. Le premier, c'est sur la maîtrise de l'agenda, parce que justement, une photo comme celle d'Hélène, franchement, moi, ça faisait des mois que je suivais la crise syrienne, il y en avait en permanence. Encore la semaine précédente, ça circulait aussi sur Twitter. Et c'est juste qu'au bout d'un moment, à force d'essayer, à force de faire circuler, à force de donner l'alerte est...
est arrivé. Donc c'est aussi un travail de fond et d'insistance. Et le deuxième point, c'est sur nous les petits, on maîtrise pas l'agenda public. En fait, tu regardes ce que fait l'extrême droite depuis quelques années sur Internet. Ils ont très bien réussi à parasiter complètement et à imposer leurs idées. D'ailleurs, la détention de nationalité, c'est eux qui l'ont fait inscrire dans l'agenda public. Mais qui fait que tout le monde en parle ? C'est-à-dire que je suis d'accord que le travail de fond, il paye. Et que sur Twitter, la veille, les alertes et les mini Highland, bis, Raled ou ce que tu veux, au bout d'un moment, ça passe et que c'est utile pour nous de faire remonter les infos et de travailler parce qu'il n'y a pas de raison qu'une fois on n'ait pas une chance et de se frayer une brèche dans les esprits collectifs, ça peut marcher. Mais qu'est-ce qui fait que l'extrême droite, au bout d'un moment, marche et que tout d'un coup, on a la réforme de constitutionnalité au journal officiel et à l'agenda des débats? Qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est des décisions de politique. Alors, je reformule ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est les militants du Front National, mais c'est même pas les militants en fait, c'est des gens qui sont convaincus par ces idées-là, qui ont libéré leur parole et qui du coup s'expriment sur les forums, dans les marchés, etc. Mais moi je revois surtout sur Internet. Et du coup, au bout d'un moment, c'est eux qui font maintenant les petits commentaires qui remportent l'adhésion des gens qui lisent. Et du coup, on est arrivé à sans arrêt devoir nous être en réponse à ces opinions-là, alors qu'en fait, moi, j'ai la naïveté peut-être de penser que jusqu'à présent en France, on pensait que l'antiracisme était l'opinion majoritaire. Clairement, quand tu regardes les résultats des dernières élections et les sondages, etc., c'est pas ça. Le fait qu'on ait eu un débat sur la déchéance de nationalité, si tu prends un peu de recul, tu vois que ça fait des mois, voire des années maintenant, que ces idées-là, elles ont germé. Et oui, peut-être c'est des déclarations par ici des Le Pen, mais comme Le Pen occupait la scène politique depuis j'ai envie de dire 100 ans, mais il n'est pas si vieux que ça, mais c'est l'impression qu'il me fait. Et c'est seulement depuis quelques années que leurs idées ont réussi comme ça à prendre racine de façon aussi importante. Et ma question, en fait, et je vous la pose, et je la pose à tout le monde aussi ici sur YouTube, répondez-nous sur Twitter et sur YouTube, c'est #NuOriginal. Combien de temps on va attendre, nous les autres gens, j'ai envie de dire, pour nous aussi occuper l'espace et pour nous aussi répondre à tout ça? C'est aussi que, comme tu dis, c'est très... les leaders d'opinion politique, c'est souvent les politiques. Les leaders d'opinion de l'autre côté de la branche, c'est très souvent le divertissement. On voit ceux qui ont le plus de followers, ceux qui ont le plus d'impact, ça va être très souvent soit des chaînes gaming, soit des gens très populaires, mais auprès de jeunes. Et il n'y a pas tant que ça de gens, de leaders d'opinion pour des sujets un peu plus sérieux. C'est super cool le divertissement. Moi, tu m'enlèves le divertissement d'Internet, je déprime, tu vois, mais... peut-être que le problème vient de là, qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont... Je sais pas si c'est un manque de considération ou un manque de légitimité. On se dit peut-être que les politiques, ils ont plus de légitimité pour parler politique qu'un particulier. Mais... ça, c'est la deuxième grosse arnaque, c'est nous avoir fait croire qu'on n'était pas légitime alors que ça nous concerne c'est quand même nous qui les mettons en place, donc si on n'est pas légitime pour en parler, on n'est pas légitime non plus pour les mettre là. Exactement. Ça se guette, ils sont d'accord avec ça. En fait, il y a des rassemblements citoyens qui existent un peu, mais ça reste pour le moment quand même super limité, super rare. Je pense par exemple à la quadrature du net, mais ça reste limité à certains sujets très spécifiques, notamment le numérique. Et c'est vrai que l'idée, ce serait d'avoir peut-être un peu ce genre de collectif qui n'est pas un parti politique, mais qui est quand même très engagé dans la prise de parole publique et on parlait d'agenda. Bah là, ils savent justement générer des actions, fédérer un petit peu. Sur les sujets qu'ils attaquent, de toute façon, s'ils étaient consensuels, ça serait inintéressant. Donc, ils sont obligés de prendre un peu position. Mais pourquoi il y a une peur de ça, en fait? Pourquoi il y a une peur de la prise de position ou du politique, comme si avoir une couleur politique ou affirmer clairement être de telle idéologie, se revendiquer de tel courant, etc., c'était un mal? Non, j'ai pas dit. C'est plutôt avancer carte sur table, en fait. C'est pas qu'ils sont pas politisés, c'est que ce n'est pas un parti politique, c'est-à-dire ils n'ont pas une vocation électorale. D'accord. Voilà. Mais non, je pense que dans ce qu'ils font, dans leurs actes, c'est politisé, évidemment. C'est très difficile de pas l'être de toute façon. Parce que ça, c'est une réaction que j'ai très souvent auprès de mon lectorat plutôt de jeunes femmes. Il faut être objectif. Non, mais c'est aussi le côté moi, la politique, j'y connais rien, ou ça me concerne pas. Ce qui me laisse à chaque fois extrêmement surprise, parce que comment ça peut ne pas te concerner vu que toute ta vie est régie par des décisions prises par tes élus, et que comment ne rien y connaître, c'est en même temps, ils font tout pour qu'on ne veuille pas y aller. T'as une question d'éducation aussi, tu vois, ça dépend où tu grandis aussi. T'as des familles où on parle absolument pas politique, et c'est difficile après de comprendre les logiques de la politique et de te refaire ta culture politique de zéro.
C'est ça aussi, quoi. C'est pas forcément une volonté de base, mais ça dépend dans quoi t'as baigné, quoi. Là, je suis d'accord, mais dans ta réponse, tu parles de la politique comme étant le cercle des professionnels de la politique, la dimension vie publique, etc. Alors qu'en fait, à mon sens, la politique, c'est tout. C'est toute la vie de ce que tu as dans tes rayons de supermarché, des conditions de travail, enfin tout ce qui te concerne au quotidien. Entre le moment où tu te lèves et le moment où tu te couches, tu as été touché par la politique dans la journée. Et je suis toujours surprise en fait de la réponse de dire ça me concerne pas. Bah ouais, mais je pense que formaté comme ça aussi. Ta capacité à réagir à ça et à remettre tout ça en question et à t'interroger dessus, elle dépend vraiment aussi de ce que tes parents t'ont enseigné, quoi. T'as des gens qui partent de plus loin que d'autres parce que justement leurs parents leur ont dit écoute, tu fais pas chier, c'est comme ça, et voilà, quoi. Puis là, je crois que la politique, c'est quelque chose d'assez complexe dans les mécanismes. Quand je voyais, il y avait Bruce Ben Amran qui avait fait une vidéo pour expliquer le Parlement européen, comment ça fonctionnait et tout ça. C'est la maison qui rend fou d'Astérix dans les 12 travaux là. Et c'est fait exprès. C'est pas que c'est débile, c'est que c'est volontairement cryptique pour qu'il y ait qu'une élite qui puisse faire ce genre de boulot et que ça saoule les gens, puis soit ils votent blanc, soit ils vont voter par l'autre qui a fait une punchline sympa pendant sa conférence de presse. Enfin voilà, tout ça, on est formaté pour pouvoir avoir ce rôle-là du mec qui a pas fait maths sup, l'ENA, donc j'y connais pas tout. Lui, il m'a dit un truc qui me semblait juste, donc voilà, bon, j'ai pas lu tout le programme parce que bon, j'ai ça dans ma boîte aux lettres. Alors je vais voter pour lui, c'est orchestré comme ça. Il y a deux niveaux de dépossession. Il y a un niveau de dépossession où on nous dépossède par l'intellect. Et là, clairement, ça joue le milieu comme d'habitude. On se dit qu'on n'a pas les compétences, que le monde est très compliqué, que les problèmes sont enchevêtrés et qu'il y a des gens qui savent bien et ont les solutions. Et donc si on se sent incompétent, eh ben on va déléguer le savoir et on va être dépossédé de se prendre en main politiquement. Premier niveau, il y a aussi une dépossession politique. C'est qu'on nous dit depuis le début que la politique, c'est les partis, que la politique, c'est voter, que c'est ça être citoyen, et que, par opposition, la fonction publique est neutre. On a un devoir de neutralité, d'indépendance, de tout ça, et qu'on est apolitique. Il y a beaucoup d'associations qui, depuis des années, des centaines, 150 ans, se définissent comme apolitiques ou apartisanes. Et donc, du coup, on a tout un lexique qui fait une distinction entre la politique réservée au niveau électoral et au niveau des partis politiques, qui, eux, nous dégoûtent, nous trahissent. Il n'y a pas moyen de se repérer. Tu parlais de revendiquer une idéologie, sérieux, toutes les idéologies, moi je suis chaud, hein. À gauche je prends quasiment n'importe quel mot, il pourrait m'aller, mais les partis politiques les ont souillés. Socialisme c'est chaud à dire, communisme c'est chaud à dire, alors que bon, franchement j'aurais signé, tu vois, mais c'est pas moi, c'est eux. Et donc du coup on organise une séparation, le fait que la politique soit réservée aux partis politiques, et ça personne ne peut y adhérer vraiment, et on fait comme si toute la société civile c'était pas ça. Alors du coup, évidemment les gens ne connectent pas, se disent la politique c'est réservé à des sbires qui portent des pins et qui font leur truc, et qui en plus sont aussi du côté de la dépossession intellectuelle et sont compétents, sont au courant des choses très compliquées. Et donc, du coup, à deux niveaux, au niveau intellectuel et au niveau des partis politiques, on leur délègue les responsabilités et on pense que notre vie de citoyen n'a rien à voir avec ça. Et si tu recoupes en plus les différences de milieux sociaux et d'éducation, mais laisse tomber. Il y a des gens pour qui les choses se passent et c'est très loin d'eux. Enfin, c'est comme les oracles, les décisions des dieux. Des événements arrivent dans leur vie, mais ils n'ont pas de prise dessus. Et donc, ouais, clairement, on a du boulot à rattraper, mais je pense qu'il y a tellement de sentiments communs, de dégoût, de dépossession, de c'est la merde, ah ouais tiens quand même, la France c'était pas comme ça, enfin, pourquoi c'est comme ça, qu'on a de matière à construire, mais il faut casser ces deux dépossessions. La dépossession intellectuelle, il faut que les gens se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de comprendre ce qui arrive, c'est pas si compliqué, on a volontairement brouillé et complexifié les choses, mais en fait pas tant que ça. Et la dépossession politique qui réserve la politique à des gens qui ont des pins et à un truc qu'on a vu comme sale, parce que tout l'État nous a appris qu'il fallait être neutre, indépendant, objectif, apartisan, apolitique. Et donc du coup, on ne veut pas s'en mêler de cette merde. Et c'est deux pivots qu'il va falloir qu'on conquiert, nous. C'est clair. J'ai une petite question. Alors je vais me placer du côté du con moyen parce que j'ai pas vraiment de grosses connaissances politiques à part ce que fait l'éducation nationale qui touche à mon boulot. J'ai pas grand chose d'autre comme connaissance, mais je me demande s'il n'y a pas un certain découragement au niveau de la vitesse. Parce que s'engager en politique à ma mesure, par exemple, si je veux monter un parti, je sais que ça va être peut-être la 3e génération qui pourra enfin se présenter au présidentiel, par exemple. Alors qu'il y a des gros partis qui sont là depuis post-révolution, même si ça ne s'appelait pas les partis à l'époque, mais la séparation d'envie politique date de là-bas, et ils sont en place depuis longtemps, et je ne sais pas si ça peut toucher d'autres personnes de notre génération de se dire « ouais, mais
Si je crée un truc tout de suite, soit il va mourir dans une génération, soit il va falloir qu'on tienne 4 générations pour en faire quelque chose. Si je peux me permettre, petit point d'expérience personnelle. En fait, j'étais à Sciences Po Lille et je suis allée à Sciences Po parce que je voulais faire de la politique. Et en fait, la première année, je prends un peu mes marques. Deuxième année, je me dis, allez, c'est bon, je monte ma liste au conseil d'administration et je me fais élire. Et le but du jeu, c'était bien sûr de rentrer dans les partis parce qu'en plus, c'était 2007, la campagne présidentielle. Donc, c'était aussi. Là, ils recrutent des militants, il y a besoin de gens pour tracter, pour se mobiliser. Donc, c'était aussi le moment de me faire connaître. Et c'est là que je me suis rendu compte que la hiérarchie qu'on voit à la télé, donc les éléphants, les barons, etc., dans les partis, à l'intérieur même de Sciences Po, elle existait déjà aussi. Tu voyais déjà très bien qui étaient les mecs qui allaient monter les échelons. Et d'ailleurs, on est quoi, 6 ans plus tard 10 ans plus tard, ça fait mal. Il y en a un, il était président du MJS, et il y en a un autre, ça y est, il est député... Merde, Tourcoing. Enfin, on est sur. C'est les mecs contre qui j'étais en deuxième année de Sciences Po, et je me dis, à l'époque déjà, je me suis dit, j'ai pas envie de rentrer dans cette hiérarchie-là parce qu'ils étaient déjà endettés de faveur, comme on dit. Donc, et t'as déjà mis la main dans un engrenage dans lequel tu veux pas aller parce que tu vas finir avec un pin sur ta veste et pas de liberté de parole. Et un pins dont le rendement se dévalue à mesure que les grands chefs qui sont pas maires de Tourcoing mais beaucoup plus haut trahissent. C'est-à-dire que on ne peut plus croire en ces pins-là. Et donc du coup, tu as raison, c'est angoissant sa mère. Tu vois, parce que qu'est-ce qu'on va monter ? On est qui par rapport à des trucs qui existent depuis longtemps, et en plus, prennent même plus la tête en plus maintenant. Ouais. Tu vois, tu as l'impression que quand tu vas voter, le suffrage universel maintenant, ça sert à contrer le FN. Ouais, bah oui. Tu vois le truc, ça sert qu'à ça, quoi. Tu vois le truc à chaque fois. Et tu regardes même des politiques qui sont comme ça, qui arrivent et tout, et qui disent sans pression, ils disent oui, notre principale mission ce sera de ne jamais laisser passer le FN. C'est quoi le projet ? Contrer le FN. Okay. Mais sinon concrètement, on va contrer le FN. D'accord. Mais après derrière, c'est des essais. Il y a un vrai souci derrière, c'est que encore pour parler de temps dans la politique. Alors moi j'ai suivi de A à Z le projet de loi égalité qui avait été déposé par Najat Vallaud-Belkacem. Donc c'était en juin 2013. Ça sort du Conseil des ministres. Hop, elle présente le projet. La loi, elle est entrée en vigueur en août 2014, soit 1 an et demi après environ. C'est un temps qui est beaucoup trop long. C'est un temps qui est beaucoup trop long pour adopter une loi, parce qu'en fait sur un quinquennat t'es élu en 2012, quand tu sors en 2017, t'as rien eu le temps de faire, il y a rien qui était mis en place. T'essuies toute la merde de ton prédécesseur. Bon, alors déjà, à la limite, si t'es réélu, du coup peut-être que tu pourras, et encore faut qu'il y ait une volonté politique derrière. En fait tu ramènes juste ce temps-là au temps médiatique dont on parlait tout à l'heure, entre la une de Libération qui sort le matin, 2 heures plus tard c'est la mort de David Bowie, voilà c'est fini. Et tu ramènes à 2 ans pour faire passer un projet de loi pour qu'il entre en vigueur, donc pas encore qu'il produise des effets concrets. Personne ne peut voir le rapport entre les gens pour qui tu votes. Est-ce que juste, je dis ça comme ça, hein, est-ce qu'on n'ouvrirait pas le Skype pour savoir s'il y a des gens qui ont des questions ? Parce que peut-être qu'il y a plein... Alors déjà, je vais vous le dire, le hashtag Nuit Originale étant trending topic, nous sommes en 3e position. Ouais. Je vous jure. Et en première position, nous c'est Ouagadougou. Minecraft. Non, désolé à Ouagadougou. Non, c'est Ouagadougou parce que justement, il y a eu un attentat là-bas en fait. Et donc voilà, je vais essayer de regarder, mais du coup il y a un truc qui se passe en direct à Ouagadougou et ça craint du cul. Ouais, il y a eu un attentat dans un hôtel, un truc comme ça, c'est chaud. J'ouvre le Skype si jamais il y a des questions. Ok, c'est parti. Je vais vous mettre le login du Skype. Vous pouvez pas voter, hein, c'est pas arrivé tout de suite. Il faut qu'on parle sur Skype, je mets le texte. Sur cet engagement, j'ai passé quelques années en Suisse et il y a le principe d'initiative populaire en Suisse qui existe. Et bon, la Suisse c'est un pays qui a une population qui correspond à celle de Paris, hein, grosso modo avec la banlieue. Mais je me demande à quel point ça sera applicable, parce que si on peut pas rentrer dans les partis ou en fonder pour lancer des choses, est-ce que récupérer 60 000 signatures sur une loi pour qu'elle soit proposée en Conseil des ministres, est-ce que ça serait pas une solution Mais est-ce que l'erreur ce serait pas de réfléchir tout de suite en logique électorale en fait, parce que comme on disait, c'est vrai que la citoyenneté ça se résume pas au vote et que du coup il y a des tonnes d'actions vraiment de nature politique qu'on peut effectuer sans forcément réfléchir à fonder un parti par exemple. Je pense qu'on peut avoir autant d'impact, si ce n'est plus, à commenter des projets de loi, à décrypter ce qui est en train de se passer, chacun à son échelle, hein, comme tu disais, c'est vraiment à son échelle chacun. Je pense vraiment que ça peut être plus efficace à la fois sur la manière dont les gens vont percevoir les choses,
Parce que s'il y a du vote FN, par exemple, c'est pas des gens qui sortent de nulle part, c'est des gens qui pensent vraiment que le FN peut les aider. Et ces gens-là, voilà, on ne va pas les faire disparaître. L'idéal, ce serait de les convaincre que voilà, vous faites une bêtise, quoi. Et donc en informant, je pense vraiment que ça peut avoir un impact bien plus important que d'essayer chacun dans son coin de fonder des partis, en fait. Qu'ils puissent avoir toutes les clés de réflexion plutôt que d'avoir juste le discours d'une personne et qu'ils se forgent leur avis là-dessus, parce que voilà, ils ont écouté ce meeting politique, ça leur a parlé, et puis après ils sont dans un tunnel et voilà. Mais ce qui est compliqué aussi dans ce que tu dis, c'est qu'on ne se situe pas dans un endroit silencieux, en fait. Quand on est sur Internet et qu'on essaie d'informer ou de faire réagir les gens ou de décrypter, t'es pas dans un endroit neutre, t'es dans un endroit où tu vas te retrouver noyé au milieu d'un bordel de trucs complotistes, etc. Et de trucs partisans qui vont pas forcément dans le même sens que toi non plus. Et je sais que moi, c'est un truc qui me frappe vachement sur Facebook, de voir le nombre d'articles qui sont partagés par des gens que par ailleurs j'estime, etc., mais où ils vont pas vérifier leur site et où ça vient de sites hyper nauséabonds, mais qui ont finalement la même légitimité théoriquement et la même crédibilité à leurs yeux, parce que juste ils vont pas fouiller 2 secondes, quoi. Et le problème, c'est aussi de s'inscrire dans ce contexte-là où t'as un bruit de fond gigantesque. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur quand est-ce qu'on commence nous à agir. Pourquoi on est aussi nombreux à partager des trucs craignos avec des statuts de type oh là là, encore de la merde, parce que nous on sait pourquoi on le fait. Et pourquoi on partage pas les articles du Monde, pourquoi on partage pas plus massivement les Libé des Intox, les décodeurs et les trucs comme ça, plutôt que de partager la merde, en fait. Allô Mehdi ? Oui, allô ? Ouais, ça va ? Oui, ça va, et toi, Thomas ? Très bien, tu nous entends bien ? Oui, j'entends. Ça... J'ai juste coupé le son du live alors, parce que comme ça je t'écoute sur Skype. Ok. Merci, ça fait plaisir. Attends, je vais te pimper à fond parce que là tu... Oh là, dis donc, tu es faible mon petit. Je t'appelle mon petit. Non, je suis fort. Ça va ou bien ? Oui, ça va très bien. Alors, est-ce que tu as une question ou une remarque ou quelque chose que tu as envie de partager ? Oui, je voulais leur demander que, selon eux, quel serait le meilleur système politique en France ? Qui veut commencer ? Je sais pas si tu vas aimer la réponse. alors moi je vais commencer, mais je vais être un peu provoque. Le meilleur système politique en France, avec la base citoyenne qu'on a aujourd'hui, c'est pas un système démocratique. Parce que vu le nombre de gens qui votent FN, je préférerais avoir des technocrates ou une famille, j'en sais rien, qui pour gérer le pays, que de donner aux gens le pouvoir de gérer la France. Bien sûr, c'est pas celui que je souhaite. Mais je réponds à ta question. C'est le moins pire, c'est ça ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me dis quel est le meilleur système politique en France avec les citoyens qu'on a, non, désolé, je donne pas à ma grand-mère, à mon oncle le pouvoir de prendre des décisions ou d'influer sur les décisions. Je préfère la laisser aux oligarques. Du coup, moi, je vais répondre à cette question en lui donnant du crédit. Si Mehdi pose la question de quel est le meilleur système politique en France, c'est que celui-là ne va pas. Et c'est aussi donc du coup qu'il faut en changer. Et donc du coup, pour rebondir, peut-être que le changement de système politique, qui s'appelle réécrire une constitution, ça peut se faire justement en améliorant les citoyens, en les impliquant davantage, en faisant de la pédagogie citoyenne dans le processus même de réécriture du système. Et ça s'appelle de la constituante. En fait, notre pays l'a déjà fait dans d'autres conditions, en 89, mais convoquer le tiers-État, élire une assemblée constituante qui avait ses défauts, mais qui, relativement à la situation de monarchie absolue qui se délite, était quand même incroyablement plus ouverte et qui a fait une pédagogie politique chez les bourgeois inouïe. On peut penser qu'un processus constituant améliorerait et impliquerait davantage les citoyens aux préoccupations de notre système politique et de comment est-ce qu'ils peuvent se réapproprier concrètement leur vie, et du coup introduire des questions d'initiative populaire, mieux penser les échelles de gouvernance et de gouvernement pour que les gens comprennent ce dont il s'agit et qu'ils se sentent moins dépossédés par la complexité technocratique infinie de Bruxelles et du Parlement européen. On peut penser qu'un processus constituant qui impliquerait les citoyens et qui partirait des citoyens à une échelle raisonnable, comme une place publique ou quelque chose qui serait près d'eux, ça améliorerait assez les citoyens pour que même des idées et des peurs aussi profondes que celles qui amènent un vote FN ou une abstention au niveau auquel on les voit, seraient balayées par le fait d'être ensemble et d'ouvrir la parole et d'être écoutés. Et donc on peut s'inspirer de notre histoire, et le combo tiers-État, États généraux, constituante et place publique, et on se réunit, ça peut donner dans le processus constituant un bon régime. Après, quel est le meilleur régime ? Je pense pas qu'on en soit à parler de est-ce que c'est législatif, présidentiel, bicaméral. Je pense pas que ce soit une question de droit constitutionnel, et moi je fais confiance aux citoyens pour y arriver. Après, au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'il y a quelque chose à revoir complètement. Moi,
quand j'étais au collège, il y avait des cours d'éducation civique. Ça remonte à presque 25 ans, donc ça date un peu, mais à part apprendre ce que c'est que le suffrage universel, ça se limitait à ça, quoi. Ça se limitait à ça, c'est la Révolution française, le suffrage universel, voilà. On a fait l'éducation civique et c'est terminé. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas de l'éducation civique, c'est de l'éducation aux institutions. Et ça n'a aucun lien, quoi. Ah ouais, c'est pas qu'une question de sémantique, quoi. C'est vraiment pour eux, c'est l'éducation civique, c'est aller voter. Voilà, tu vas voter parce que t'as des gens qui sont morts pour ça, donc faut que tu y ailles. Et puis voilà, t'es un vrai citoyen, t'as mis un bulletin dans l'urne, quoi. Je voudrais juste peut-être qu'on boucle. Est-ce que Mehdi, ça a répondu à ta question? Oui, en partie. En gros, ce qu'on a dit là, c'est qu'il faudrait plus informer les citoyens sur ce qu'est la politique, à quoi sert la politique, et plus les impliquer dans la vie politique. Par exemple, plus leur demander leur avis sur une loi ou des choses comme ça, plus les impliquer pour qu'ils comprennent mieux ce qui se passe dans notre État, c'est ça? La démocratie représentative, ça marche pas. Le mec te promet des choses, t'es jamais sûr qu'il va les faire. Une fois qu'il est en place, t'es sûr qu'il va pas les faire. Oui, aussi. Surtout sans contrôle, il a aucun autre contrôle. Voilà, y a pas, je sais pas, on pourrait imaginer des systèmes délirants du genre, si jamais il tient pas les promesses qu'il a fait dans sa campagne, il doit rembourser le salaire qu'il a touché pendant 5 ans, tu vois. Je sais pas. Je sais pas. Après, un mandat impératif avec pénalité. Ils font tellement de pognon qu'au final ils en auront rien à faire, tu vois, parce que après. Mehdi, je vais te laisser là, on va prendre une autre question. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Merci Mehdi. J'espère que tu as passé une bonne soirée, Eddy. Je suis rentré dans l'histoire la nuit de l'original. Ça nous a fait plaisir que tu rentres dans notre histoire, Mehdi. Pardon. Il est encore un peu tôt là, Thomas. Ah oui. Malheureusement, ce soir à 20h, je dois aller au théâtre, donc je serai pas là pendant. Non, de la culture et du divertissement, c'est horrible. C'est pas grave, tu mets un casque et tu prends ton portable et ça se fait, quoi. Bon, elle va être un peu gênée, elle va être un peu vexée. Ouais, tu m'étonnes. Un petit affaire original. Merci beaucoup, Mehdi. Faites un bisou à Panda. On va lui faire des petits bisous. Non, il est parti, mais t'inquiète. Bisous, ciao. Il y a R. Pantarou qui a posé une question qui est très cool et qui, à mon avis, rejoint la question de c'est quoi un homme politique, une personnalité politique, qui dit pourquoi est-ce que le ministre de l'Agriculture n'est pas agriculteur? Je crois que sur ce point-là, il y a eu Douste Blazy qui avait été à la médecine et à ma connaissance, qui est bien faible en politique, ça doit être un des seuls qui était compétent dans son domaine. Ils le font parfois. Pour certains, il y a des ministères plus faciles que d'autres. C'est plus facile de mettre un prof à l'éducation nationale, un médecin ou un pharmacien à la santé. Des sportifs aussi un peu, des fois. Ouais, au sport, des fois. L'éternelle question de la légitimité en politique, quoi. C'est ça. Pourquoi ce mec-là qui touche 10 000 par mois, il s'occupe de moi qui suis smicard est-ce qu'il connaît vraiment mes problèmes On a vu des ministres qui connaissaient pas le prix d'un ticket de métro, souvent les trolls là-dessus, parce que ça marche à tous les coups, quoi. Moi, je voudrais juste qu'on soit pas aussi sévère avec les ministres et les gens qui occupent une charge politique, parce que alors il y a dedans des gens qui évidemment ne méritent pas qu'on parle d'eux, mais il y a aussi des gens qui s'engagent là-dedans par vocation, parce qu'ils y croient, parce qu'ils viennent avec l'envie de faire bouger les choses. C'est extrêmement difficile de faire bouger les choses, et c'est pas parce que tu as été agriculteur que tu seras forcément un bon ministre de l'agriculture, parce qu'avoir une connaissance pratique du métier, ça peut c'est un plus, mais tu peux très bien t'entourer et écouter les gens qui pratiquent le métier pour avoir un panel d'expériences plus divers que seulement la tienne, et donc être un bon ministre par justement l'écoute et avoir une vision macro des problèmes. Aujourd'hui, un ministre de l'Agriculture, il doit surtout bien s'entendre avec la FNSEA et très 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 bien connaître les rouages de Bruxelles. C'est pas pour rien qu'on a eu Michel Barnier à l'agriculture avant, c'est que son premier truc à faire, c'est de bien négocier la PAC et de se mettre dans la poche la FNSEA, les gros bourrins céréaliers qui peuvent brûler des trucs, casser des préfectures sans que personne les inquiète. Donc du coup, les réquisites sont pas tellement de connaître le cul des vaches et la capacité d'une laitière sur toute sa vie, c'est pas tellement ça qu'on demande à un ministre de l'Agriculture. Même si c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ça fait plaisir. Ouais. Pardon, je voudrais rebondir juste sur ce que tu as dit. Pour moi, cette question d'écoute dont tu parles, c'est vachement intéressant, et c'est ce qu'on voit avec les questions du droit des femmes en ce moment, quoi. Je veux dire, il y a pas mal d'assauts et de gens sur le net qui se sont mis à beugler contre le harcèlement de rue, qui était absolument pas une question traitée avant. Il y a eu une écoute en face de la part de Pascal Bastard, etc. Et ça bouge, quoi. Et ça fait tellement de bien. Et je sais pas toi, mais moi j'ai eu une espèce de surprise de en fait ça sert à quelque chose, il y a quelqu'un qui nous écoute à l'autre bout et qui va réagir en fonction, quoi. Mais totalement, sur le droit des femmes, qui a été créé en 2012, donc d'abord Najat Vallaud-Belkacem et ensuite Pascal Boitard. Nous par exemple, on a eu
environ aucune difficulté à rentrer en contact avec les ministères et à être entendu, à être écouté, à ce que ce soit suivi d'action. Et tout ce qu'on a fait, c'était demander à ce qu'on nous écoute, sans insulter, sans hurler, et ça a marché. Mais je sais qu'elles sont venues chercher aussi le créatif des collectrices collectif des créatrices de bande dessinée. C'est tellement chiant à dire, va falloir trouver autre chose. Mais voilà, elles sont venues chercher les gens. Et moi, je fais partie de l'association Colère Non Féminin aussi. Et c'est pareil, quoi. Y avait eu une réunion commune avec d'autres assos, Stop Harcèlement de rue, etc. Et c'est le ministère qui est venu nous chercher, quoi. Je vois souvent passer des critiques de récupération en disant « Ah oui, d'accord, l'asso fait un truc, c'est récupéré par un politique. » En fait, pour moi, c'est un des buts des assos, c'est la société civile qui se mobilise pour se faire entendre. Et au bout d'un moment, il y a une rencontre avec des décideurs qui ont les moyens de faire bouger les choses. Donc pour moi, c'est pas de la récupération, c'est venir faire une photo, bonjour, allez, on se serre la main, ça fait la une du journal et derrière, c'est pas suivi des faits. Ça, c'est de la récup. Je voudrais prendre une question, puis après, j'aimerais vraiment qu'on revienne sur des actions qu'on pourrait éventuellement mettre en place, quoi. Histoire de s'en sortir. Voilà, un petit parti original. Napou, c'est ça? Oui. Oui, oh la personne avant. 0 pour Napou. La personne avant. Napou, salut, comment vas-tu? Salut, ben ça va très bien, et vous? Oh bah comme un samedi de nuit original. D'autant pas moins. On est désolé, celui qui était avant toi, Mehdi, avait du coup son micro qui était peut-être un peu faible et du coup tu nous as pété le tympan. Mais bon, on est ravis de t'avoir ici. Oh, excusez-moi. Oh, mais y a pas de mal. Est-ce que t'as une question, une remarque, une réaction? Est-ce que... Oui. Alors dis-moi tout. Je voudrais revenir sur la question... Oula, je m'entends. C'est normal. Débranche ton live, mec. Éteins ton poste de radio. Donc, je voudrais revenir peut-être sur la question de l'éducation, parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais vous êtes entre personnes assez qui connaissaient assez bien tous ces sujets, mais moi j'y connais rien. Si ça peut te faire du bien, j'y connais rien. Je pense que pour la personne lambda, tout ça est loin d'être aussi clair. Ouais. C'est le but, on est là aussi pour clarifier des trucs. Ouais. Et honnêtement, moi je veux vraiment bien faire le rôle de la fille qui n'y connaît rien, quoi. Parce que moi, on n'a jamais parlé politique chez moi. J'ai toujours été éduquée selon l'idée que quand mes parents faisaient un choix, c'est que c'était parce que c'était le bon choix, en fait. Et qu'il n'y avait pas d'autre option. Et l'accès politique que j'ai, c'est à travers le féminisme. Et j'ai pas beaucoup d'écho dans mon entourage de l'engagement politique que ça représente. Donc moi, je veux bien faire la noob, si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est en fait, on se rend compte avec le vote FN récemment que finalement les progressistes, malheureusement parmi la population française, sont assez minoritaires. C'est en tout cas l'impression que j'ai. Je sais pas si pour vous aussi c'est le cas, mais moi j'ai pas cette impression là, mais peut-être que je vis dans peut-être des œillères un peu je sais pas, un peu naïve, mais j'ai l'impression qu'en fait on est face à un public qui est extrêmement, comme tu le dis, on n'y connaît rien en fait, on n'est pas des experts et personne ne l'est, même les hommes politiques et les personnes qui sont en charge du pays, c'est peut-être la plus grosse désillusion qu'on peut avoir, n'ont pas de solution miracle, c'est pas des magiciens. Et du coup on est dans cette optique, nous aussi, de rien savoir et tout, et le public est pareil. Du coup le public, je pense, moi en tant que personne du public et du peuple avec un cerveau qui est formé à 40% bien, je me dis, je vais écouter les solutions qui se présentent à moi et à partir de là, je vais forger une opinion. Du coup, en fait, je pense vraiment que l'opinion se forme à partir de ceux qui disent voilà ce que c'est. Mais les mecs qui disent voilà ce que c'est ne savent pas vraiment ce que c'est. Du coup, si on avait des personnes qui en fassent communiquer plus d'espoir, communiquer quelque chose de sincère, qui ne divisaient pas les gens ensemble en disant ça va aller, je vous jure ça va aller, on va se mettre bien et écoutez, je vais vous démontrer qu'on se met bien, au lieu de dire écoutez, la conjoncture, je pense que peut-être qu'il y aurait un peu plus d'espoir et qu'effectivement on aurait plus de progressistes, mais par essence et par nature je suis pas convaincu qu'il y ait autant de conservateurs que ça, j'ai du mal à y croire.
Le débat, c'est les abstentionnistes, hein, parce que la dernière fois qu'on s'est vraiment compté, c'était pas clair. Non, quand même, il y a eu des scores à peu près corrects. Le référendum sur la Constitution européenne, ça va. Moi qui étais pour le non et qui juge que pas mal de progressistes étaient dedans, ça va. Les dernières élections présidentielles, c'est moyen, mais ça va. Mais depuis, tout dépend des abstentionnistes. Donc clairement, là, c'est pas la période la plus faste pour les progressistes. Oui, t'as raison. Tu peux être progressiste et abstentionniste. Oui, justement. Mais effectivement, moi je pense les progressistes sont les plus nombreux, on est majoritairement dans ce sens-là, mais c'est juste qu'effectivement, on est les gens qui prennent pas la parole en public. On n'est pas ceux qui vont faire un statut Facebook pour dire oui c'est vrai, ça c'est bien, vive la paix dans le monde, etc. Parce qu'on sait très bien qu'on va se foutre de notre gueule au mieux. Au pire on va attirer un débat nauséabond sur notre page, on n'a pas envie. À table le dimanche, quand l'oncle machin commence à partir sur les étrangers, vraiment on regarde notre allié à table, on se resserre un coup de blanc et surtout on dit rien. Donc et on permet, je m'inclus dedans parce que je suis la première à faire ça, mais on permet du coup à ceux qui sont pas les progressistes à avoir toute la place pour s'exprimer. C'est exactement ça, ouais. C'est une question de bruit de fond. Est-ce que ça répond à ta question, bon Napou? Ah ben oui. Oh, génial. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, mec. Je te dis à très vite, je te souhaite une bonne nuit. Un petit mot. Merci à vous et bonne nuit à tout le monde. Ça fait plaisir. Ciao. Des bisous, salut. Au revoir. Oh, je vais couper le au revoir. L'impolitesse du gars. On a compris ce qu'il voulait dire à la base. Est-ce qu'on prend une question? Bah écoutez, on a le temps. Il y a une certaine Aurélie qui appelle depuis un certain temps. Allô Aurélie? Allô, oui. Oui, bonsoir, tu es en direct. Bonsoir, comment vas-tu? Bah bien, et vous? Très bien, écoute, on est posé. Est-ce que tu as une petite question, une remarque? Bah, comment dire? Je comprends rien du tout à la politique, franchement. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'on va, avec les politiques qu'on a actuellement, on va à la catastrophe en fait. Qu'en pensez-vous? Pensez que j'ai faux ou que j'ai raison? Moi, je pense que ça va, ça part plutôt bien. C'est vrai que nos politiques ont pas l'air très puissants et pas très efficaces, vu que nos vies empirent et qu'il y a de plus en plus de trucs qui bug. Après, est-ce qu'on est condamné à ça? Tout le pari et tout ce qu'on essaye de suggérer, c'est que non, et qu'il y a bien un moment où le camp progressiste, on va se réveiller. Il y a bien un moment où des initiatives citoyennes naîtra quelque chose qui permettra de changer un peu le système, de mettre un meilleur régime politique, d'impliquer davantage les citoyens. Mais c'est encore pas mal à construire. C'est encore assez incantatoire et il y a plein d'initiatives locales, des petites assos dans chacun des coins de France, des petites coopératives dans chacun des coins de France, des chaînes YouTube, des magazines, il y a plein d'initiatives, mais c'est vrai que c'est trop composite pour qu'on y croie. Mais t'as raison, moi non plus je fais pas du tout confiance à l'équipe qui nous dirige, c'est des cyborgs idiots qui répètent les mêmes erreurs et nous envoient dans le mur. C'est ce que je me disais, oui. L'avantage qu'il y a, c'est qu'avec des journaux engagés avant, donc il y avait la limite de la presse papier, donc au bout d'un moment, le modèle économique, s'il est foireux, si c'est un marché de niche, vraiment, ça se casse la gueule. Avec Internet, en fait, tout le monde a une tribune, donc on peut plus facilement faire circuler les informations, et il faut juste utiliser correctement cet outil, en fait, ce média, parce que là c'est, comme on dit tout à l'heure au début de la conférence, c'est inespéré en fait ce qu'on a. Donc là on est au top des outils pour pouvoir faire. Si on ne fait pas bouger les choses là, on le fera jamais. C'est ça, parce que là on aura jamais mieux que ce qu'on a actuellement. Tout le monde a la parole et on est libre de partager qui on veut. C'est pas TF1 ou France 2 qui choisissent qui vient faire le journal de 20h. Voilà, là, non, et puis c'est toujours les mêmes qui viennent parler, quoi. Surtout. Et ça, c'est effectivement, sur toujours les mêmes qui viennent parler. Quand tu vas voir l'Assemblée nationale, il y a environ 30% de députés de femmes que tu vois souvent dans l'hémicycle et que tu vois jamais sur les plateaux télé parce que elles bossent et elles viennent pas faire leur promo. Ils sont là pour les quotas, c'est ça? En gros, c'est un peu ça. C'est pareil partout, même dans n'importe quelle, n'importe quelle personne un peu connue, c'est lui qui vient tout le temps à la télé. Mais je voudrais juste revenir sur quand tu dis tous les politiques ou les politiques aujourd'hui c'est eux qui posent problème. À chaque fois que quelqu'un dit ça, vraiment je veux nous renvoyer tous collectivement sur le fait que c'est nous qui les mettons là parce que c'est nous qui votons pour eux. Je veux revenir sur l'absence de choix qu'on a, le choix contraint. Au bout d'un moment, on est capable d'avoir des millions d'abonnés sur une chaîne YouTube, sur un collectif. On est capable de lever des centaines de milliers d'euros via les plateformes de crowdfunding pour porter des projets. Je crois que c'était Karim Debache pour Chroma
Thomas, qui a explosé le truc en 3 heures. 206 006 €. Mais en quelques heures en plus. En fait, au bout d'un moment, quand est-ce qu'on va se rendre compte qu'on a le nombre, et donc ce nombre est un pouvoir, et quand est-ce qu'on va l'exploiter ce pouvoir pour monter ce parti dont on a besoin pour s'imposer dans ce jeu démocratique qu'on nous a imposé, et pour avoir ensuite les moyens de faire péter le système et de le remodeler plutôt comme il nous intéresse. On arrive. Aurélie, allez, c'est parti. Est-ce que, alors on ne peut pas te refaire de révision politique là en 3 secondes. Est-ce que ça répond un peu à ta question, à tes interrogations? Oui. Ah, nickel. Ça fait Bon, je saurais toujours pas pour qui voter en 2017, mais bon. Oh, t'as le temps, on est là, mais on sait pas qui se présente en 2017. Donc si tu sais pour qui voter, t'es ouf quoi. En tout cas, il y a Clémence qui a proposé une solution tout à l'heure, c'était de prendre la bouteille de blanc et de la péter sur la tête du tonton à table. Plutôt que de s'en servir un coup, mais tonton m'écoute peut-être, donc je peux pas trop parler. Non, mais... ça m'étonnerait. C'est sur internet, ça n'existait pas. C'est vrai. Merci. Oui, juste pour, Silver. Coucou. Bonsoir Silver. À propos là de l'engagement politique, il faut savoir aussi que l'engagement politique ne passe pas que par le vote justement. Je pense que c'est normal de se sentir perdu vis-à-vis du vote, des politiques, parce que c'est un système qui est très élitiste, qui nous correspond à très peu de choses. On a du mal à se sentir proche de ça, et donc je pense que comme tu disais par rapport au pouvoir d'internet, on peut faire des très très grandes choses et de façon concrète. C'est d'ailleurs justement je bosse dans le milieu associatif, et c'est vrai qu'il y a un problème de ce côté-là, un lien à faire entre les associations et le virtuel. Je vois par exemple l'association L'Échappée à Lille, qui s'occupe de s'occuper des femmes victimes de violences sexuelles, qui a failli couler parce qu'elles manquaient de subventions, qui vont disparaître. Elles ont réussi à renaître in extremis grâce à Internet, parce qu'au dernier moment, il y a Twitter qui s'est réveillé et qui sait communiquer dans ces questions-là. Et ça, c'est seulement un aperçu. Je pense que du coup, on peut faire changer les choses avec Internet, avec ce qu'on a, mais surtout ne pas oublier qu'Internet n'est qu'une partie de la solution. Il faut aussi s'engager au niveau local, réaliser que tout le monde n'est pas sur Internet, comme les personnes plus âgées ou les personnes extrêmement précaires et pauvres. Penser du coup aux petites initiatives. Dans ma ville de 30 000 habitants, on bosse sur un lieu autogéré, sur du magasin gratuit, sur des ciné-débats, ce genre de choses. Et là, on touche un public qu'on ne touchera jamais avec Twitter ou le crowdfunding, et on peut justement faire bouger la société comme ça. Bien sûr. Voilà, merci beaucoup Aurélie d'être passée. Tu sais quoi, si ces questions t'intéressent, là donc, on va terminer d'ici 3-4 minutes, mais de 21h à 22h, on va reparler un peu de ces thématiques-là, cette fois-ci sous l'angle des médias. On va vraiment parler de la responsabilité des médias et comment est-ce que nous on peut aussi apporter des trucs, qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative et tout. Donc reste bien branché, continue à poser tes questions sur le hashtag Nuit Original. Toi aussi continue à poser tes questions sur le hashtag Nuit Original. Aucun problème. Je les vois, Skype sera allumé tout à l'heure. Et des bisous à toi et puis à très vite. À vous aussi. Ciao, salut. Des bisous. Ciao. Bye. Alors, on me fait savoir que ça rame un petit poil de miche, et je pense que c'est à cause de Skype. Alors, pour le coup, la dernière fois, Skype avait fait plus ou moins planter la connexion. Je pensais que c'était parce que je l'avais mal configuré. Là, j'ai fait une config en béton. Et ça rame encore, on va comprendre. Donc je coupe Skype pour l'instant. On reviendra évidemment sur Skype ultérieurement dans la soirée. Dès qu'il y aura des questions à poser, rassurez-vous. Vous aurez toute votre place, car vous faites la nuit avec nous, et c'est ça qui est beau. J'ai oublié de vous souhaiter une bonne nuit à 15h d'ailleurs, je voulais le faire, ça aurait été marrant, mais j'ai complètement oublié. Je voudrais juste, en un mot, un petit tour de table très rapide avant que Clara s'installe. C'est quoi le premier geste pour vous que vous faites, qui n'est pas une évidence, qu'on ne voit pas en éducation civique, qui fait que vous vous sentez plus citoyen, mais qui est un geste peut-être plus responsable, mais c'est connoté, j'arrive pas à prononcer cette phrase en fait. Un geste de tous les jours qui fait qu'on pourrait faire pour être des citoyens plus impliqués, pour changer les choses en fait. Un geste de tous les jours. Hugo, de Osons Causer, excellente chaîne, allez la voir. Ludo, pardon. T'inquiète, c'est normal. Les Hugo et les Ludo, on est des collègues de soirée, on se retourne en même temps. T'inquiète, on est ensemble. T'avais tellement fait un bon lancement, Thomas. En plus, putain. Non, mais désolé, mec. Et donc du coup, je vais répondre une platitude parce que c'est quand même une énorme question, et je vais dire qu'un des gestes citoyens qui est une petite chose et qui marche bien, je trouve que c'est de dire vraiment bonjour et vraiment merci. Un vrai bonjour, un vrai merci, un vrai courage avec le bas de ta voix et un truc qui est sincère. Bah souvent, ça fait un petit sourire, ça fait une petite... j'ai l'impression que ça suspend l'interaction que tu as avec la personne, et que quand c'est ton boulanger, je sais pas, quelqu'un que tu croises, et ça décale légèrement par rapport à l'habitude des clients. Et j'ai l'impression que c'est chouette et que ça coûte que dalle et que ça peut être casé à plein de moments de sa vie. Donc je dirais un vrai bonjour. Sylvain.
Oui, c'est large comme question. Je pense vraiment, pareil, au sens large, s'informer, lire, regarder, observer au maximum et même se forcer à aller écouter et lire des choses. On sait de base qu'on n'est pas d'accord avec eux. Je sais que régulièrement, oui, je vais toujours voir ce que font les militants Manif pour tous, je vais regarder ce que font les collectifs anti-avortement, tout ça. J'essaie de comprendre ce qu'ils font, même si je pense que ça va me faire développer un ulcère, mais au bout d'un moment, je pense que c'est essentiel de regarder ça, de discuter, même avec les gens qui votent FN, ce genre de choses. Arrêter de les diaboliser, de dire de toute façon ils comprennent absolument rien. Donc aller vers quelque chose qui est à l'opposé même de nos convictions. C'est pas quelque chose qui nous prive du coup de nos convictions. Pardon, je me répète, mais c'est, je pense, quelque chose d'essentiel. Oui, vraiment essayer de comprendre comment les autres fonctionnent pour s'ouvrir à eux. Voilà. Dari. Moi, je vais sûrement mettre à dos toute ma hiérarchie et puis me faire refuser de mes établissements scolaires, mais on nous demande de créer des citoyens utiles en histoire géo et éducation civique. Et j'ai plutôt tendance à créer des élèves qui réfléchissent pour savoir comment ils peuvent être utiles plutôt que de leur dire vous serez utile parce que vous ferez ça. En fait. Voilà. Développer un peu plus l'esprit critique chez les gens et puis les pousser à réfléchir par eux-mêmes et pas à suivre tout simplement parce qu'on leur a dit ouais c'est comme ça. Eux, ils sont méchants juste parce qu'il s'appelle comme ça, c'est un connard, donc n'écoute pas ce qu'il dit. Bah, même si c'est un connard, des fois il peut avoir une idée qui peut te faire réfléchir sur un truc et des trucs à améliorer. Et je pense qu'il faut quand même écouter les gens. Même quand ils ont l'air d'être des gros cons. C'est quand même utile. Laurent ? Moi, ce que je fais tous les jours, c'est prendre le temps d'écouter, effectivement, et aussi des trucs tout bêtes, quoi. Il y a quelqu'un qui me demande telle adresse. En général, avant, moi, je disais, je sais pas où c'est, je connais pas le quartier. Maintenant, ce que je fais, on me demande telle adresse où c'est, je prends mon téléphone. En 3 secondes avec le GPS et je dis voilà, vous tournez 2 rues plus loin, c'est là. Enfin, de prendre le temps pour ça, quand il y a quelqu'un qui pose une question, avec point de vue social, il y a beaucoup de gens qui nous envoient des situations complètement dingues par MP et demandent conseil. Donc on essaye de prendre le temps de répondre au maximum. Du coup, j'allume beaucoup moins souvent la PlayStation qu'il y a 2 ans. Et voilà, il y a les jeux qui sont plus sur l'étagère et sous blister, mais c'est pas grave. Enfin, ça me semble utile de prendre le temps, puis même si c'est gratuit, qu'il n'y a pas de gain derrière, t'es content quand ça t'arrive, que t'es en galère, et puis que là j'ai un message de ma femme qui est en galère à la maison, il y a le voisin qui l'emmène qui l'emmène pour régler le problème. Je suis content que le voisin il ait pas dit non, je peux pas trop, là j'ai inventé un prétexte parce qu'il soit il a la flemme, soit il est pressé, soit voilà, non. Prendre le temps, pas hésiter à rogner un petit peu sur les loisirs et tout ça, et puis de faire de l'utile, parce que si tout le monde fait ça, c'est juste ouf. C'est juste ouf, ça va être t'imagines, habiter le village des Schtroumpfs, c'est un truc de gorge. Enfin, c'est toujours la merde là-bas dans le village des Schtroumpfs, mais bon voilà. Niveau égalité homme-femme, ils ont un petit pépin, je crois. Exemple pourri, mais voilà, mais non, c'est plus que prendre le temps, c'est se rappeler qu'on est dans le même bateau en fait, on n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1, on est tout un groupe. Et donc, mais dans la même ligne en fait, moi j'ai commencé à signer des pétitions sur internet de plus en plus souvent et à les partager parce que ça marche, parce que vraiment au bout d'un moment, quand elle est adressée à la bonne personne, que la personne a le pouvoir de faire un truc, plus il y a de gens qui élèvent la voix et qui viennent dire mais sans, encore une fois, je parle pas d'insulter tu vas bouger espèce de connard, etc., mais plus de dire ça c'est un sujet important, il faut qu'on se mobilise. Je me suis rendu compte que ça avait de l'impact et que moi ça me prenait 3 secondes chrono de remplir mon nom, de cliquer sur partager, etc. Et je sais qu'il y aura toujours des amis pour me dire ouais encore tes pétitions c'est saoulant, etc. Je me rappelle que je le fais pour le bien du plus grand nombre et tant pis pour les quelques râleurs que ça défrise. Johan. Ouais, je suis en dernière étape, donc non, la plupart des choses ont déjà été dites. Dans le genre prendre le temps, je pense, on est trop souvent résigné en fait quand on voit la désinformation ou des choses comme ça, alors qu'en fait, vraiment, faudrait pas. Je me souviens que j'avais vu à un moment, j'avais vu passer une image qui tournait partout, je l'avais vue 10 fois sur Facebook, j'en avais marre, c'était un truc en gros qui disait que sur ton salaire, l'État reprend 85% de machin, de je sais pas quoi. Mais un truc hallucinant, et on sait très bien d'où ça vient en plus, donc je me suis dit bon tant pis, je prends 1 heure sur mon temps, je reprends la même image, les mêmes chiffres de base, et je fais le vrai calcul, et j'ai juste balancé l'image comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas inutile, il y a vraiment beaucoup de gens qui disent ouais c'est cool, bon. Ça a été retweeté des milliers de fois. Évidemment. Il y a des gens qui ont récupéré l'image, qui se la sont appropriée pour buzzer de leur côté. Évidemment, pas autant.
que l'intox d'origine, mais voilà, ça fait quand même plaisir de se dire que c'est pas totalement dans le vent non plus. Mais ceux qui répondent surtout, c'est des gens engagés, c'est-à-dire que l'information de base, les gens sont passifs, ils la voient passer, etc., d'autres la font retourner. La tienne, elle arrive après buzz, donc les gens qui la reprennent, c'est ceux qui ont vu la première et qui font « Ah, j'ai la réponse !» et qui s'engagent pour la diffusion. Donc même s'ils sont moins nombreux, ils sont plus actifs. Et il faut qu'on ait ça à l'esprit en fait quand on agit aussi. On est actif, on n'est pas juste spectateur. Remettez en question tout ce que vous voyez sur internet, même ce qu'on dit, tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Allez vérifier tout ce qu'on dit, allez chercher les infos parce que c'est pas forcément que les gens sont malhonnêtes, mais il peut y avoir des erreurs, des approximations, des choses qui sont vraies en 2016 et qui seront plus vraies dans 1 an, dans 6 mois. Donc il faut toujours s'intéresser, s'interroger et pas hésiter à les vérifier. C'est pas insultant, ça va vite. Effectivement, on n'a pas tous Internet, mais disons qu'Internet, c'est assez facile d'accéder à l'outil et de multiplier les sources, de ne pas s'arrêter à une source, mais de les multiplier, et puis de vraiment s'intéresser, de pas la vérité objective existe-t-elle? Moi, je peux rebondir juste là-dessus. Oui, je pense que c'est la suite logique de ce que tu dis, c'est ne pas avoir la flemme aussi. Est-ce que j'ai 2 minutes pour expliquer un truc qui m'est arrivé il y a quelques jours? Oui. C'est un truc à la con, je fais chier tout le monde avec ça, je suis désolée. C'est pas directement politique, mais je pense que ça participe du même mouvement en fait. Il y a quelques jours, on m'a écrit en me disant voilà, t'es eurasienne, et il y a une nana qui est eurasienne qui est à Londres, qui a une leucémie qui progresse hyper vite et qui cherche une donneuse de moelle ou un donneur de moelle, et en fait c'est super galère parce qu'elle cherche un eurasien, sinon il y a très peu de chances que le profil génétique soit compatible, et il y a quasiment pas d'eurasiens sur les listes. Et en fait, j'avais hyper la trouille à l'idée de ce que ça pouvait représenter rien que de faire les tests pour voir quel est ton profil génétique, ce que ça pouvait signifier de donner sa moelle, etc. Je me suis renseignée, je suis allée au-delà de la trouille et voilà, et de la flemme aussi en fait. Ouais. Je pense qu'il faut remettre les choses à leur juste place et de se dire qu'est-ce que ça donnerait si j'étais de l'autre côté? Est-ce que vraiment ma flemme tient dans la balance face à la vie de quelqu'un? Et je dis pas du tout que je vais être compatible avec cette nana, j'en sais rien, mais en fait j'y suis allée, j'ai fait une prise de sang, ça m'a pris 2 secondes. Et je suis hyper contente de l'avoir fait en fait, et c'est des premiers pas et ça fait du bien. Ouais. Et je suis pas spécialement courageuse en fait. Tu pourrais nous en parler tout à l'heure de ça? Quand tu veux. Allez, Thomas. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ludo, Chloé, Dari, Laurent, Clémence et Johan. C'était cool de vous avoir ici. Enfin, c'est un débat. Alors juste pour vous dire, c'est un débat qu'on reprendra en partie entre 21h et 22h. Cette fois-ci, on parlera de l'importance des médias là-dedans. Clémence sera là évidemment. On parlera un peu de BFM TV, Le Point, qui font des bêtises des fois, notamment. Ils font des bêtises des fois. Voilà, on va les. Je vois qu'on est encore en trending topic. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'hashtag. J'essaye de les relayer. On va refaire du Skype tout à l'heure aussi. Envoyez vos photos si vous êtes devant votre poste ou sur Instagram. Non, si vous êtes devant votre poste, votre PC, que vous êtes avec des potes ou quoi, Instagram, envoyez vos Instagram au hashtag Nuit Original sur le site lanuitoriginal.com. Vous pouvez voir tous les Instagrams qui vont être envoyés au fur et à mesure. Moi, je vous en mettrai aussi des coulisses tout à l'heure quand je ferai un petit break. Et puis sur Snapchat, vous pouvez m'ajouter, c'est Dr Hercouet, DRHERCOUET. Et je vous ferai aussi de l'inside. Et si vous suivez Mademoiselle sur le forum de Mads, si vous êtes inscrit, vous pouvez commenter, vous pouvez tout ça, passer sur le forum de l'original. Il y a 1000 trucs que vous pouvez faire. Vous avez vu? C'est une belle écharpe. C'est l'écharpe de l'amour. L'écharpe qui fait que nous sommes ensemble jusqu'à 9h du matin. C'est Clara Kane qui va s'installer progressivement avec ses gens. Et je suis très content de l'avoir.